Tabqa, dans le nord-est de la Syrie. Cette zone frontière délimite les territoires contrôlés par le régime de Bachar el-Assad de ceux administrés par les Kurdes. D'habitude, seuls ceux qui cherchent à voir leur famille de l'autre côté ou qui veulent se faire soigner à Damas passent par ici. Mais depuis fin septembre, ce no man's land sans âme n'est plus seulement un carrefour, mais une porte d'entrée pour les milliers de réfugiés du dernier conflit entre Israël et les forces du Hezbollah. Ça faisait longtemps que je vivais au Liban. Mais la situation, là, c'est devenu trop grave. Ouria, 42 ans, arrive du sud de Beyrouth. Elle n'est pas libanaise, mais syrienne, comme l'écrasante majorité des réfugiés qui arrivent ici. Depuis 2011, 1 500 000 Syriens ont été contraints de quitter leur pays pour trouver refuge au Liban. À l'époque, j'ai quitté mon pays parce qu'il n'y avait pas de sécurité ici, à cause de la guerre contre le régime de Damas. Les bombardements récents de l'armée israélienne sur le Liban ne leur ont laissé d'autre choix que de revenir en Syrie. Mes enfants avaient tellement peur. Le jour où les Israéliens ont bombardé, c'était un vendredi en fin de journée. On revenait du travail et tout le quartier a tremblé. On était terrifiés, moi la première. Ma fille n'arrêtait pas de pleurer, mon fils aussi. Ça faisait 11 ans que je n'étais pas revenue ici. C'est la première fois que je rentre. Pourquoi ne pas vous installer dans les régions contrôlées par le régime? Grand Dieu, non. Pourquoi? Certainement pas. Pas besoin de le dire. La raison est évidente, non? Ouria, comme tant d'autres, a fui la répression sanglante du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, elle vit un deuxième exil. Par crainte d'infiltration de djihadistes dans le flot de réfugiés, les affaires des passagers sont rapidement fouillées par les autorités kurdes, sous l'œil attentif du chauffeur. Pour ces gens, c'est vraiment tragique. Il y en a qui ont abandonné leurs maisons, leurs affaires, et certains ont perdu leurs papiers, parce que les immeubles ont été détruits. Là, on parle de milliers de personnes. Officiellement, le Nord-Est compte déjà 50 000 réfugiés syriens venus du Liban. Officieusement, il serait 2 fois plus, et les responsables kurdes s'attendent à voir en arriver bien davantage. Un afflux massif qui fait craindre une crise humanitaire d'ampleur sur un territoire déjà très pauvre. D'autant que la situation sécuritaire au Kurdistan syrien est inquiétante. Depuis 1 an, l'État islamique, toujours actif, a doublé ici le nombre de ses attaques et cherche toujours à reconstituer ses forces. En réaction, l'administration kurde déploie régulièrement des milliers de soldats dans tous les villages de la région lors d'opérations d'envergure comme celle-ci. C'est seulement des vêtements. Tu cherches quoi? C'est bon, on n'abîme rien. On est juste des pauvres aux mains de Dieu. Madame, c'est pour votre sécurité. Oui, je sais. Mais quand vous cassez tout chez moi, ça me fait pas plaisir. Des fouilles qui alimentent la tension déjà forte entre les militaires majoritairement kurdes et les villageois arabes. Toi, tu vas au fond et quelqu'un va au milieu. Ok. Et ensuite, on traverse le champ ensemble. Dans cette opération, on cherche les combattants de Daesh, leurs planques, leurs armes, leurs hommes et tous leurs complices. On va continuer ça pendant un moment. L'idée, c'est enfin de nettoyer notre territoire et d'éliminer totalement nos ennemis. Une opération doublement complexe, puisqu'il va falloir aussi désormais protéger du danger islamiste les milliers de nouveaux réfugiés. On accueille tous les réfugiés. C'est notre famille. On a tout fait pour leur ouvrir les portes. Des portes ouvertes, mais des moyens dérisoires.
Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique. Ici, les autorités kurdes administrent plus de 500 000 habitants à majorité arabe. Madame Abdulaziz est coprésidente du Bureau des affaires sociales. Depuis quelques semaines, elle se rend quotidiennement en ville pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants du Liban. Bonjour. La plupart d'entre eux vivent dans des taudis, faute de mieux. C'est dans cette chambre qu'on a mis nos affaires. Les enfants dorment aussi là. Comme tu peux voir, ils n'ont pas d'espace pour dormir. Une femme a 3 enfants, moi 4, l'autre famille 5. Regarde, comment on peut faire? Les personnes revenant du Liban sont considérées de la même manière que les autres habitants de Raqqa. Beaucoup sont de toute façon des personnes qui ont quitté cette ville il y a plus de 10 ans et qui reviennent aujourd'hui chez eux. À ce jour, on a déjà accueilli environ 6 000 familles dans la ville. La plupart de ceux qui reviennent n'ont aucun moyen. Lorsqu'il y a autant d'arrivées, comme maintenant, on est vraiment dans l'incapacité de gérer tout le monde. Et on ne peut pas contrôler tous les aspects, surtout au niveau sécuritaire. On le sait, les gens sans ressources sont capables de tout pour nourrir leur famille. Ils sont facilement manipulables et peuvent se transformer en terroristes. C'est un vrai danger. Les groupes terroristes ciblent particulièrement les jeunes. On s'inquiète vraiment de ça. Mais nous essaierons autant que possible d'assumer nos responsabilités. Pour tenter de relever le défi humanitaire et sécuritaire, les autorités du nord-est syrien ont construit dès 2017 une vingtaine de camps, accueillant déjà 1 500 000 déplacés du conflit syrien. L'administration kurde a décidé d'envoyer les réfugiés du Liban sans domicile dans 3 d'entre eux. Au camp de Mahmoudli, à une demi-heure à l'ouest de Raqqa, 17 nouvelles familles arabes viennent de s'installer. Au Liban, Abed était barbier. Désormais, il survit ici comme il peut. Quand nous sommes arrivés, ils n'avaient pas prévu d'endroit spécial pour nous. Ils nous ont juste mis là où ils pouvaient. On est répartis entre différentes sections. On a seulement 2 pains par jour et par personne. Est-ce que 2 pains, ça suffit pour une personne? C'est pas suffisant pour la journée. Tu imagines, les gens ici, ils ont besoin de 4 ou 5 pains pour chaque repas. Et nous, ils nous en donnent que 2. Quand il a plu, il y a 2 jours, la plupart des gens ici ont été inondés par de l'eau glacée qui est montée jusqu'à 30 cm et qui a traversé les tentes. Les autres réfugiés du camp nous ont aidés et ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais un mort-vivant ne peut pas aider un autre mort-vivant. Dans ce camp, certaines familles s'entassent jusqu'à 10 personnes par tente. Hé, je rentre pour vous voir. Pauvres parmi les pauvres, liés par ce nouveau drame, les réfugiés partagent l'épreuve de leur exil, organisé par des groupes mafieux. Le trajet avec les passeurs m'a coûté $650. Et ils m'ont arnaqué de $100. Cet argent que j'ai payé, à la base, c'est un emprunt que j'ai fait à plusieurs de mes amis
ou à certains membres de la famille. Moi, je suis arrivé ici les poches vides. Nous, la première nuit du trajet, on ne savait pas où dormir. Résultat, on a dormi dehors. Et seulement le lendemain matin, les passeurs sont arrivés. L'un d'eux a accepté de nous transporter. Plus de 1 000 $. Et entre celui-ci et un autre, j'ai dû rajouter 200 $ de plus. Et un autre 100 $ encore. Mais c'est juste de l'arnaque et de la fraude. Ils profitent de nous. À un moment, on a même dormi sous la pluie avec mes enfants, sans rien manger, sans toilette. 1 mois comme ça. Ici, j'espère surtout qu'on va trouver du travail. Dans ce genre d'endroit, on ne doit compter que sur nous-mêmes. Au Liban, on était actifs, on travaillait. Nous n'étions pas dépendants des aides humanitaires. Au Liban, chaque famille syrienne, en plus de leur salaire, percevait malgré tout une aide mensuelle de l'ONU de 100 à 150 $. À Marmoudli, rien de tout cela. Une situation très préoccupante pour Abed, père de 3 enfants. Nous sommes très attentifs aux questions d'éducation de nos enfants. Étudier, c'est le plus important pour la prochaine génération. Pour qu'on construise enfin une société éduquée et égalitaire. Si les réfugiés ne bénéficient d'aucune aide financière, les autorités kurdes des camps s'efforcent d'offrir à leurs enfants un enseignement de base grâce au soutien de diverses ONG locales et internationales. Et ici, vous collez les lettres ensemble ou vous les séparez? Est-ce qu'on peut les coller avec le B? Non. Lis-le pour nous. Qui peut l'écrire en minuscule? Écris ton nom complet et ton prénom. On commence avec la dictée. La prof nous a amenés... Wazira, 10 ans, n'était pas scolarisée au Liban. Rapidement évaluée par les enseignants du camp, elle a été intégrée directement en classe de CM2. La prof nous a amenés après le 3e cours. Écris. Oui, comme ça. Je leur apprends l'arabe, les mathématiques. Elle, on sait qu'elle a le niveau qui correspond. Mais le plus important, c'est leur apprendre comment lire et écrire, et le calcul mental. On se focalise sur elle en lui donnant le plus d'enseignements possible et des cours supplémentaires pour compenser son retard. On l'a placée dans le niveau correspondant. Pas moins, pas plus. Une intégration qui reste difficile, car contrairement à la plupart de ses camarades, Wazira a subi la guerre de plein fouet. Il y avait beaucoup de bombardements. Notre maison s'est fait bombarder 10 minutes après qu'on soit sortis de chez nous. Quand la roquette a frappé, j'étais terrifiée. C'est vraiment effrayant, le bruit de l'avion. La guerre, c'est horrible. Le trajet aussi était difficile. Dès qu'on est monté dans la voiture, il y a eu des bombardements toutes les minutes. À peine on a démarré que la maison à côté a été visée. Après, nous sommes venus jusqu'ici et on a laissé derrière nous les moutons, les motos et toutes nos affaires. Mes amis du Liban me manquent, mais je me sens en sécurité ici, dans l'école.
Wazira va en cours tous les jours de la semaine. De quoi lui donner un début de structuration et d'ancrage. Elle, qui, comme tous les enfants de réfugiés du Liban, n'ont cessé d'être déracinés. Ses parents, quant à eux, jouent le jeu de la normalité. Tu reviens de l'école? Qu'est-ce que la prof t'a appris? On a eu un cours d'arabe et des mathématiques. D'arabe? T'as bien travaillé? Tu as des devoirs? Et pour les devoirs d'hier, ça allait? Bien. Et ta sœur, ça allait aussi? Elle a fait de l'arabe. De l'arabe? Et de l'anglais aussi? Non, juste des maths. Prends ton déjeuner. Vas-y, mange. Les parents de Wazira étaient des vendeurs de rue au Liban, une situation des plus précaires. Je te jure, c'est difficile. Je ne sais pas encore comment ça se passe ici. Je n'ai pas vu comment ils travaillaient à l'école. Ils savent déjà comment écrire, mais on va voir s'ils arrivent à continuer d'apprendre. Moi, je voudrais devenir médecin et soigner les blessés de la guerre. Ceux qui ont des jambes cassées, aider les gens. Et l'argent que je gagnerai, je le distribuerai aux gens qui en ont besoin. Si c'est possible, je l'aiderai plus tard à faire ses études. Même pour devenir médecin? Si Dieu le veut. Si on arrive à avoir de l'argent, bien sûr. Ça serait une aide financière, mais aussi morale. Sinon, on s'en remettra à Dieu. Depuis 2011, la guerre en Syrie a déplacé 1 demi-million d'enfants dans le nord-est du pays. Aujourd'hui, les autorités kurdes n'arrivent à en scolariser dans les camps que 10 000. Pour beaucoup de jeunes Syriens ayant fui le Liban, les bancs de l'école dans leur propre pays resteront un rêve. Kamishli, à 300 km au nord du camp de Mahmoudli. Les plantes sont bien entretenues ici. Une semaine après son arrivée, nous retrouvons Ouria et ses enfants chez sa sœur. Ça aurait été mieux si tu étais venu t'installer chez moi à Beyrouth quand j'y étais. Et si tu étais venu, j'aurais convaincu maman de venir aussi. Si elle était venue avec toi, ça aurait été génial. J'ai passé 12 ans loin d'elle. Elle m'a tellement manqué. Elle n'avait pas vu mes enfants jusqu'à présent, parce qu'ils sont nés au Liban. Oui, c'est vrai, on n'a pas pu voir ses deux enfants. Elle n'a pas vu grandir ma fille Rania, qui a 11 ans maintenant. Si les bombardements israéliens au Liban sont loin désormais, malgré le calme apparent, une autre menace inquiète Ouria, à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Là-bas, c'est la Turquie. Entre ici et là, il y a une frontière et des militaires. Personne ne peut s'en approcher, car ils tirent immédiatement. Depuis 2019, la Turquie mène régulièrement des attaques dans le nord-est syrien contre les indépendantistes kurdes du PKK. À ce jour, ces opérations militaires ont fait plusieurs centaines de morts, dont de nombreux civils. Quand le bruit des bombardements résonne, la peur nous paralyse. Si quelqu'un ose sortir, il sera ciblé et tué sur le champ. À qui peut-on se confier, si ce n'est à Dieu? On cherche avant tout à améliorer notre condition sociale et financière. Pour nos enfants, pour pouvoir enfin vivre sans cette peur. Il faut qu'on puisse dormir tranquille, sans avoir l'angoisse au ventre. Cela fait maintenant 6 jours que je suis arrivée, et je n'ai pas fermé l'œil une seule nuit. Je suis épuisée. Et c'est de pire en pire, ça se voit. Quoi que je fasse,
Je sais que je devrais toujours essayer d'oublier ces horreurs. Il n'y a ni tranquillité, ni sécurité dans cette existence. Et toi, tu as peur? Oui, j'ai tellement peur de la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous nous tuer. L'après-midi, Ouria se rend au cimetière avec ses enfants pour rendre hommage aux membres de sa famille morts au début de la guerre civile syrienne. Toute cette jeunesse, quelle horreur! Que Dieu vous rende justice. Voici Berivan. Toi aussi, tu es parti, Berivan. Que Dieu te garde. Celle-là et celle-là sont les enfants de ma sœur. Ce sont mes nièces. Celle-là avait 8 ans. Et celle-ci, 17 ans. Celle-ci a grandi parmi nous. C'était Berivan. Elles ont été tuées dans notre quartier. Un missile a visé la maison de nos voisins et elles sont allées les aider. 20 personnes ont perdu la vie dans cette même rue. Mes 2 nièces en faisaient partie. C'est le régime de Bachar qui les a tuées. On y va, on y va. Comme Ouria, les réfugiés syriens du Liban se retrouvent aujourd'hui coincés dans un étau. Entre les traumatismes du passé et les risques d'une nouvelle guerre, peu osent encore envisager un avenir serein. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aimerais que tout se passe bien et que chacun puisse rester chez soi. Mais dans la situation actuelle, ceux qui ont la possibilité de partir, partiront en Europe. Cette situation est tellement accablante. Quel sentiment pourrait réellement décrire ce que l'on vit? Fuir la guerre pour se retrouver dans une autre guerre et devoir revenir à la guerre encore une fois. Je n'ai plus les mots. Que Dieu nous aide.